Oula. Ici. Alors là, on est en direct, hein. Nous On est en sommes direct. bientôt. Vous êtes déjà sur le Twitch. On te voit, Audrey. Ok, alors Voilà. bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir en direct pour cette rencontre entre David Dufresne, ici présent, et Arié Halimi, que nous organisons à l'occasion de la sortie du film Un pays qui se tient sage en DVD et VOD aujourd'hui. Voilà, le film est sorti au cinéma le 30 septembre, après avoir fait une grande tournée d'avant-première et de débat dans toute la France. La suite, vous la connaissez, les salles de cinéma ont fermé, donc voilà. Beaucoup d'entre vous ont probablement peut-être pas pu le voir à l'occasion de sa sortie en salle, mais enfin, ça y est, à partir d'aujourd'hui, il est visible partout, donc DVD, VOD sur la boutique de Jour de Fête, Les Mutins de Pangée et partout ailleurs. Donc voilà, je vais peut-être passer la parole à Colline. Euh, Oui, donc du coup, pour nous, c'était important de recommencer ces débats aujourd'hui, notamment parce que à partir de demain, donc la loi sécurité globale sera discutée au Sénat après son passage à l'Assemblée nationale. Donc, vous connaissez certainement l'engagement qu'ont eu David Dufresne et Arié Halimi sur ces questions-là. Et pour nous, c'est l'occasion pour nous d'approfondir et d'interroger les points de vue de ces personnes sur l'ordre social et la légitimité de l'usage de la violence par l'État, le sujet du documentaire Un pays qui se tient sage. Et ce soir, c'est donc le premier débat d'une longue série. Nous en aurons un prochain le 4 mars avec Noman Kadoré et David Perrotin, ou encore le 10 mars avec donc de nouveau David Dufresne et Taha Bouaf. Sur ce, on vous laisse David et Arié faire ce débat. Bah, merci beaucoup. Donc en fait, en effet, on est en direct via Zoom, mais sur Facebook Live, l'événement de Jour de Fête et des Mutins de Plongée, et sur la chaîne Twitch que j'ai lancée. Donc ce qui veut dire que c'est une usine à gaz. Faut être très clair, c'est une usine à gaz ce soir avec deux chats qu'on va essayer de suivre évidemment, puisque l'idée c'est pas de converser Arié, Halimi et moi, parce que ça on le fait très souvent, mais c'est de converser avec vous et avec vos questions. Là pour l'instant on ne voit pas Arié sur l'image de mon Twitch, mais ça je vais le régler. En revanche on te voit bien sur le Facebook. Ce qu'on peut dire pour ceux qui viennent d'arriver, c'est qu'en effet, le film aujourd'hui, À Pékistien Sage, sort en double DVD et en VOD. Il était en précommande depuis quelques jours, mais voilà, la sortie officielle, c'est aujourd'hui. Et dans le DVD, il y a des bonus. Il y a notamment des bonus d'Arié avec le général Cavalier, puisqu'il y avait une discussion dont on perçoit, je crois, dans le film qu'elle est à fleur et moucheté, mais on le voit plus encore dans le bonus. Voilà. Arié, est-ce que tu veux dire quelque chose déjà, saluer les gens qui nous regardent? Salut à tous les gens qui nous regardent donc. Voilà. Merci d'ailleurs de cette invitation, David. Merci de m'avoir fait participer à ce magnifique film documentaire qui est important. Moi, je l'ai toujours dit, hein, avant même d'y participer, parce que d'ailleurs le sujet était d'importance. Le monopole de la violence légitime. C'est un sujet qui a été profondément abordé dans le film et au regard de ce qui s'est passé pendant le mouvement des Gilets jaunes. Donc je suis encore heureux de participer à cette aventure. Merci David. Alors, maître, il te faudrait. J'aime bien appeler les avocats maîtres, ça leur fait toujours plaisir. Maître, il faudrait parler un tout petit peu plus fort, je crois, pour les questions de son. Alors, je voudrais juste préciser par rapport à ce qui a été dit au tout début de la rencontre par Colline, c'est qu'effectivement, Arié, tu as fait beaucoup de choses contre la loi sécurité globale. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Le 28 novembre dernier, il faut se rappeler qu'il y a eu 500 000 personnes dans les rues dans toute la France, dans des toutes petites villes, dans des toutes petites sous-préfectures, comme à Paris, à Lyon, comme à Nantes, etc. Et là, on avait senti quand même quelque chose
un souffle, un véritable souffle, et comme quelque chose qui faisait du bien dans ce climat complètement atone autour des libertés publiques, des libertés fondamentales, des libertés individuelles qui sont quand même piétinées. Et c'est vrai que c'est en partie, enfin c'est le sujet du film, hein, le film il est là-dessus. Donc en effet, pas plus tard que demain, le Sénat va étudier les amendements autour de la loi sécurité globale. Là, je fais le petit brief, quoi. Et le 4, donc jeudi, il va y avoir une conférence de presse des deux sénateurs rapporteurs de la loi. Et en fait, les vrais débats au Sénat vont se dérouler 16, 17 et 18 mars. Donc dans quelques jours. Et il y sera évidemment question de l'article 24. Est-ce que, puisque pour l'instant il n'y a pas de questions qui nous arrivent, je vais faire le boulot, quoi. Euh, en quoi la loi sécurité globale, Arié, est une menace? Tout le monde est au courant, je pense, tous les gens qui nous regardent de l'article 24, c'est pas tellement celui-là dont il faudrait parler, mais les autres. En quoi c'est une menace? Alors, c'est une menace parce que ça change un petit peu notre façon de vivre en réalité, avec nos institutions, avec l'État. Pourquoi? Parce que ça instaure d'abord évidemment l'impossibilité de filmer et de diffuser précisément avec une intention malveillante les images de fonctionnaires de police. Alors évidemment, ça a été un petit peu changé par le Sénat. Maintenant, on est plutôt sur une provocation à l'identification. Donc le texte est encore plus compliqué et il fait doublon avec un texte déjà présent dans la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Mais pour résumer, Mhm. c'est un texte qui permet pour l'État de voir les citoyens, notamment avec l'instauration d'un système de drones, ces images, ces caméras aéroportées qui sont au-dessus de nous et qui pour l'instant sont interdites, de caméras piétons sur les... Attends, c'est plus que ça. C'est-à-dire que non seulement ces drones sont interdits, mais en réalité ils sont utilisés. C'est-à-dire que ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, de faire appliquer la loi, sont dans l'illégalité. Il faut quand même le dire. Notamment la préfecture de police de Paris, qui se fait rappeler à l'ordre par le Conseil d'État, je crois, à 2 reprises, pour utilisation de drones en dehors de tout schéma juridique, on va dire. C'est bien ça. David, tu as raison de le préciser. Ils ne sont plus utilisés a priori aujourd'hui, mais parce que, alors même que le Conseil d'État, saisi par la Quadrature du Net et par la Ligue des droits de l'homme, pendant le confinement, avait demandé au Conseil d'État de suspendre le dispositif drone, notamment à Paris, puisque la préfecture de police de Paris l'utilisait pour... je ne sais pas si vous avez vu ces images de personnes qui étaient ailées dans la rue, interpellées par des petits drones au-dessus de leur tête qui leur demandaient de rentrer chez eux et de respecter les règles du confinement avec un haut-parleur. Et là, le Conseil d'État avait dit « Stop, vous ne pouvez pas utiliser ces drones tout simplement parce qu'il n'y a pas de garantie fondamentale, à savoir de saisine de la CNIL, de détermination de la durée de détention de ces images, de protection aussi des lieux privés, parce que quand vous voyez un de ces drones-là, contrairement aux caméras de vidéosurveillance qui sont dans la rue et qui sont fixes et qui sont orientées uniquement sur la rue, eh bien, ces drones ont une focale qui est très large et elles peuvent même regarder dans les appartements. Elles peuvent filmer les appartements, elles peuvent filmer vos vies privées, bien évidemment, votre vie publique, mais sans garantie. Le Conseil d'État a suspendu le système de drone et pourtant, malgré cette suspension, c'est-à-dire une interdiction d'utiliser en réalité ces drones, eh bien, on s'est aperçu que la préfecture de police, le préfet allemand, avait ordonné l'utilisation de ces drones. Ces drones continuaient à être utilisés dans les manifestations pour filmer des militants politiques notamment et pour avoir une visibilité. Et c'est pour ça que la Quadrature du Net a ressaisi une deuxième fois le Conseil d'État pour faire interdire une deuxième fois, comme si on avait eu besoin d'avertir 2 fois un préfet. Et c'est d'ailleurs assez étonnant de savoir qu'un préfet ne respecte pas les institutions de la République, notamment le Conseil d'État. Malgré une décision, le préfet continue à utiliser ces drones. Mais pour reprendre un petit peu le mécanisme que j'exposais, les drones qui permettent d'avoir des images et de conserver ces images et d'avoir le visage des personnes dans la rue, en haute définition d'ailleurs. Mais également les caméras piétons qui sont sur les uniformes de policiers. Ce sont des caméras piétons
qui vont, jusque-là en tout cas, avant qu'on arrive au Sénat, dont les images vont pouvoir être centralisées auprès d'un centre de commandement et utilisées directement par les autorités sans passer par un juge judiciaire, ce qui était le cas auparavant. Ces images vont pouvoir être utilisées pour éventuellement commenter une manifestation. Donc, en gros, ce qui est mis en place, c'est la possibilité de filmer toute la population, de prendre des images de la population et de voir la population sans que la population ne puisse voir les éventuels abus ou arbitraires de l'État, notamment avec l'article 24. C'est pour ça que je parle d'un nouveau paradigme de société. L'État instaure le fait de pouvoir voir la population sans être vu par la population. Alors justement, il faut que je retrouve, parce que tu sors un livre en ce moment. Je vais le retrouver, il est quelque part dans ma bibliothèque, donc je vais attendre que tu reparles pour disparaître quelques secondes et montrer le livre dans lequel tu développes complètement ça. Alors il y a des questions qui sont arrivées sur le Twitch que je vais transmettre. Juste une précision, la Quadrature du Net, c'est une association qui existe depuis une quinzaine d'années, je dirais, qui a beaucoup travaillé d'abord sur les questions de liberté autour d'Internet et qui aujourd'hui a un travail colossal, notamment sur tout ce qu'on peut appeler la technosurveillance, c'est-à-dire les drones, les caméras de surveillance, etc. Et effectivement, ils ont poursuivi devant le Conseil d'État, la préfecture, etc. Il y a Bolchedjik qui nous dit que Amnesty a fait une vidéo pour reprendre ces points, justement, et plus seulement l'article 24, en effet. Une vidéo qui est sortie il y a 2-3 jours. Là, j'ai pas l'URL, mais vous pourrez la trouver. Alors, Cyrilou 421, parce que bon, c'est comme ça, hein, on a affaire à des filous. Donc, Cyrilou 421, vous voulez des questions. Alors, quid de l'évolution nanana, à quoi doit-on... Alors, on sait que ces lois scélérates vont passer. Du coup, à quoi doit-on s'attendre dans le futur ? Est-ce qu'on doit s'attendre pour les futures manifestations à plus de répression décomplexée ? Est-ce que c'est ça l'ouverture de cette loi ? Est-ce que cette loi va amener vers plus de répression décomplexée ? Est-ce que c'est ça l'enjeu d'après toi, Arié ? Alors de la répression probablement, hein, mais il y en a déjà beaucoup de la répression. Ça fait un petit moment qu'on vit la répression dans les manifestations et ailleurs et dans les quartiers populaires. Mais pour reprendre l'idéologie de cette loi, ça vient de quelque chose qui a été parfaitement décrit par Michel Foucault, notamment dans Surveiller et punir et dans ses cours au Collège de France. C'est quoi ? C'est ce qu'on appelle l'idéologie du panoptisme. Le panoptisme, ça vient, pour faire un petit peu d'histoire, d'une philosophie utilitariste développée par Jeremy Bentham et John Stuart Mill, plus spécifiquement Jeremy Bentham, qui a inventé un modèle de prison idéal, en tout cas pour l'État. Ce modèle de prison, c'est quoi ? C'est une tour au milieu, avec dans cette tour qui a des verres fumés, une personne, un gardien, et autour de cette tour, un cercle avec les cellules dont les fenêtres donnent sur l'intérieur de ce cercle, ce qui fait qu'en réalité, ce nouveau modèle de prison permet à une personne à l'intérieur de cette tour de regarder et de voir tous les prisonniers en permanence. C'est un peu cette philosophie qui est développée. En gros, c'est une philosophie de rationalisation économique de la surveillance des gouvernés. L'idée, en gros, qui est développée par ces économistes, ces philosophes utilitaristes qui étaient aussi des économistes, c'était de trouver les moyens pour réduire les coûts et les dépenses pour surveiller le maximum de personnes possible. Et aujourd'hui, avec la loi sécurité globale, c'est exactement l'idéologie du panoptique qui est développée. On instaure un mécanisme de surveillance généralisé avec un centre de commandement, avec plein de panneaux d'écran devant soi, une ou deux ou quelques personnes peuvent surveiller toute la population grâce aux images des drones qu'ils veulent instaurer, ainsi que des caméras piétons qui vont être en mouvement avec les fonctionnaires de police. Voilà l'idée, c'est de surveiller tout le monde d'un seul point de vue et donc d'instaurer un mécanisme de surveillance généralisé. C'est de la répression, bien évidemment, parce qu'on sait aussi qu'à partir du moment où on se sait surveiller, eh bien, notre comportement traditionnel évolue. On sait qu'à partir du moment où il y a des caméras et qu'on sait qu'il y a des caméras, eh bien, on va adopter un comportement différent du comportement naturel. On ne marchera plus dans la rue
normalement. Quand on sera dans les manifestations, bien évidemment, chaque militant politique pourra être surveillé. En plus, à cela va être couplé probablement, alors c'est déjà le cas pour la reconnaissance faciale manuelle, puisque aujourd'hui, les policiers peuvent, une fois que l'image d'un manifestant est prise, eh bien, ils peuvent vérifier les fichiers qu'ils ont. Et on sait d'ailleurs qu'ils viennent de créer un nouveau fichier permettant de recenser les affinités politiques, religieuses ou un certain nombre d'éléments sur chaque individu. Eh bien là, on aura, avec la reconnaissance faciale manuelle, la possibilité de croiser les fichiers traditionnels avec les images prises dans les manifestations. Ce n'est pas des personnes qui ont fait quoi que ce soit dans les manifestations, c'est uniquement l'exercice de son droit de manifester qui est visé. Mais il y a pire encore que ça. C'est qu'en réalité, la prochaine étape, après la loi sécurité globale, qui va compléter définitivement ce process, et c'est l'instauration de la reconnaissance faciale automatisée. C'est quoi? C'est qu'à partir du moment où le drone va prendre l'image et le screen d'un visage, que l'ordinateur va reconnaître directement l'individu qui aura déjà été fiché, ça se fera automatiquement, il n'y aura même plus besoin de la main de l'homme, et donc ça se fera très rapidement. Et donc on saura à un endroit, un seul endroit, à Paris par exemple, ou dans toute la France, eh bien on pourra déterminer qui est chaque individu qui passe sous les caméras des drones, ce qui veut dire qu'on a une société où il n'y a plus d'ombre, où il n'y a plus d'intimité, y compris dans la sphère publique, peut-être même dans la sphère privée, compte tenu de la focale de ces drones. On verra ce qui va être déterminé auprès de la CNIL par rapport... Bon, alors attendez, maître. Nous ne sommes pas dans un prétoire, vous n'êtes pas en train de faire une plaidoirie, hein. Nous avons des gens qui posent plein de questions, hein. Donc il va falloir être plus court. Alors d'abord, j'ai trouvé ton livre, il était là dans la bibliothèque, hein, qui vient de sortir, Arié Halimi, Le coup d'état d'urgence au Seuil. Donc si tu as l'air si calé, c'est parce qu'en fait, tu as écrit ce livre il n'y a pas longtemps et que tu as tout potassé. Voilà. Il y a beaucoup de... Alors, il y a Cyrilou à nouveau qui dit Panoptique, j'entends Damasio. Alors, il est vrai que Alain Damasio, dans le film Un péquistien sage, revient évidemment sur cette question du panoptique, et il parle de panoptique inversée avec l'idée des caméras des téléphones et du fait que chacun puisse filmer. Est-ce que toi, par exemple, et après je vais prendre des questions, est-ce que toi, par exemple, dans le merci Ralia pour mettre le lien dans le chat pour le livre d'Arié Halimi, c'est super. Est-ce que toi, dans ton travail d'avocat, tu te sers vraiment des vidéos qui peuvent être tournées par des citoyens? Et question subsidiaire, est-ce que la police ne se sert-elle pas encore plus, elle, de ces images citoyennes, on va dire, enfin voilà, filmées par monsieur et madame tout le monde, qui est un des enjeux du film? Il y a un nouveau champ, en fait, judiciaire qui s'est créé avec les images, qui n'existait pas avant que les téléphones portables ne soient dans les mains de chacun. Parce que c'est vrai que le smartphone a permis finalement de démocratiser la possibilité de filmer, y compris dans les manifestations. Et oui, je m'en sers en permanence. Et je m'en sers notamment dans les dossiers de violence policière. Et ça permet à des dossiers de violence policière d'aboutir alors qu'ils n'auraient pas abouti avant l'existence du smartphone. Je prends l'exemple très précis que je prends souvent, mais j'en ai beaucoup des dossiers de ce type. Et vous prenez l'exemple du décès de Cédric Chouviat. Vous savez, c'est ce livreur de 42 ans, 5 enfants, qui travaillait et qui a été interpellé pour un simple contrôle routier sur les quais de Seine à Paris et qui filme. Il prend son téléphone et il commence à filmer les fonctionnaires de police. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas content d'être interpellé et il ne comprend pas pourquoi il y a ce contrôle routier. Donc, il se met à distance, il commence à filmer les policiers et ça agace les policiers. Et les policiers vont se mettre eux-mêmes à le filmer avec un téléphone portable alors même qu'ils ont des caméras piétons mais qu'ils ne mettent pas en marche. Et on a aussi les caméras de vidéosurveillance au-dessus. Et puis, on a aussi les vidéos prises par les passants. Sauf que, juste pour l'anecdote, au moment où il est mort, la préfecture de police de Paris va communiquer de manière mensongère en disant « c'est un simple malaise cardiaque ». Cédric Chouviat, ce livreur, est mort. Bon, c'est malheureux, c'est un simple malaise cardiaque. C'est ce qu'on voit dans les articles de presse dans le Parisien. Et grâce à un appel à témoins qu'on a fait sur Twitter,
on a pu obtenir les images des passants qui n'auraient jamais su véritablement que Cédric était mort ou qui n'auraient jamais pu savoir que leurs images dans leur téléphone portable pouvaient permettre à la résolution d'une affaire judiciaire. Et grâce à ça, on a pu faire démentir la communication mensongère de l'État. Donc oui, on s'en sert complètement et en permanence de ces images. Ça a permis de la résolution d'autres dossiers, comme celui de Geneviève Leguet. Alors après, oui, c'est un contre-pouvoir véritable. Effectivement, c'est ce qu'on appelle le panoptique inversé, ce que Damasio appelle le panoptique inversé. Pourquoi ? Parce que l'idéal du panoptique, c'est-à-dire pour l'État de voir tout le monde en permanence et de surveiller de manière générale toute la population, eh bien, se retourne un petit peu contre l'État puisque les portables permettent de surveiller les abus de l'État ou de ses représentants. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'article 24 est créé. C'est très exactement pour ça que l'article 24 est créé, pour empêcher les personnes, les journalistes, tout citoyen, de filmer l'action des forces de l'ordre, y compris dans les maintiens de l'ordre. C'est une forme d'immunisation judiciaire des représentants de l'État. Et puis, il y a une dernière chose à dire sur les images, c'est que dans les manifestations, elles peuvent être aussi utilisées contre les manifestants quand il y a des violences, quand il y a des conflits. Et j'ai souvent vu dans des dossiers de manifestants des images de journalistes ou de citoyens utilisées par la police pour identifier des manifestants ou d'autres personnes. Donc, c'est quelque chose dont il faut faire vraiment attention avec les images, mais c'est quand même une avancée lorsqu'on peut les utiliser dans les dossiers de violence policière. C'est aussi des choses qui peuvent être utilisées par l'État pour réprimer un peu plus. Alors, tu as répondu à la question qui a été posée par le Facebook Live. Donc, je remercie Audrey et Colline de mettre les questions. Là, voilà, elles le font, c'est top, dans le Google. C'est très compliqué notre affaire, mais on va y arriver. Donc, oui, voilà. Quelle est la valeur d'une vidéo prise par un citoyen dans une affaire de violence policière ? Quel est le poids des images de police ? Je pense que tu viens d'y répondre. Est-ce que la loi sécurité globale, qui va donc être rediscutée dans quelques jours au Sénat, pourrait empêcher certains procès qui ont déjà eu lieu ? Et si oui, pourquoi ? Alors, on ne peut pas revenir sur des procès qui ont déjà eu lieu si la décision est définitive. Oui. Et puis, en fait, si on parle de l'article 24, précisément, l'article 24, il a pour vocation d'empêcher factuellement les journalistes ou les citoyens de filmer parce que, imaginez un citoyen ou quelqu'un qui est dans un manifestant qui est dans une manifestation, qui fait un Facebook Live ou un journaliste, le policier va lui dire « Monsieur, vous n'avez pas le droit de me filmer » parce qu'il y a cet article 24, même si ce n'est pas vraiment ce que dit l'article 24, mais il aura le droit éventuellement d'interpeller le citoyen ou le journaliste et de l'empêcher de filmer, alors même qu'une personne est en train de se faire molester. Donc, ça ne va pas remettre en cause les procès qui ont déjà eu lieu, mais ça pourrait empêcher la manifestation de la vérité pour des prochaines violences policières à venir. Comment est-il possible que le Conseil constitutionnel ne rétoque pas cette loi ? Alors, je n'ai pas le nom des gens qui posent des questions, mais ils se reconnaîtront. Ça, c'est des questions Facebook. Et après, on va passer à celle de Twitch. Rapidement, le Conseil constitutionnel, il est composé d'anciens présidents, d'anciens hommes politiques, des juristes aussi. Mais il faut bien comprendre que le Conseil constitutionnel, c'est un organe hybride. Il est à la fois politique et juridique. Et donc, les décisions du Conseil constitutionnel, on l'a vu dans le passé, elles ne sont pas mues que par le droit constitutionnel ou par la Constitution. Il y a aussi des considérations politiques. Et il y a des choses qui peuvent paraître aberrantes. Je vous donne un exemple pendant l'état d'urgence sanitaire. La première saisine du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le Parlement qui va saisir sur une loi qui vient d'être votée le Conseil constitutionnel, il le saisissait sur une loi qui concernait la saisine elle-même du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le délai dans lequel le Conseil constitutionnel devait rendre une décision. Et cette loi, elle devait normalement elle devait respecter un délai de 15 jours avant d'être votée. Le délai de 15 jours organique prévu par la Constitution n'a pas été respecté. Le Conseil constitutionnel a dit oui, c'est vrai, la loi constitutionnelle n'a pas été respectée, la Constitution n'a pas été respectée, mais compte tenu des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire la pandémie, on peut s'en passer. En gros, le Conseil constitutionnel, à ce moment-là, a dit je n'ai que faire de la Constitution compte tenu des circonstances politiques. Donc oui, le Conseil constitutionnel peut très bien dire
que l'article 24, la loi sécurité globale, les drones, les vidéosurveillance, également l'accroissement des pouvoirs de la police municipale et de la sécurité privée, c'est un point très important de la loi sécurité globale. Il pourra très bien valider cette loi parce que bien, il y a des considérations politiques, ou bien parce que juridiquement, elles peuvent constitutionnellement être validées aussi. Et il y a une question sur Facebook de Johan Massot sur la question de la privatisation et sur la question des polices municipales et de tout ça. On en a beaucoup parlé hier avec Sarah Massoud, qui est secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Johan Massot nous demande en fait, quid des équivalents de cette loi sécurité globale, ailleurs en Europe. Alors je peux répondre sur la question des caméras. Enfin du filmage des policiers, eh bien figurez-vous qu'en fait la loi sécurité globale sur ce plan-là, c'est-à-dire l'article 24 on va dire, ça existe depuis des années en Espagne. C'est une loi Bayon qui empêche à peu près dans les mêmes modalités et d'ailleurs on s'étonne, il ne faudrait pas trop le dire, mais on s'étonne que les défenseurs de cette loi ne disent pas, ben vous savez, en Espagne, ça a déjà eu lieu. Je pense qu'ils ne le savent pas. En fait, en Espagne, on peut être poursuivi parce qu'on a diffusé des images de policiers et à tel point qu'un pays qui se tient sage, le film, quand on l'a montré à des festivals en Espagne, ils étaient sidérés. Parce qu'ils disaient ça ne peut pas exister chez nous, parce qu'on ne pourrait pas avoir autant d'images de policiers. Donc sur cette question-là, l'Espagne est déjà là-dessus. Il faut savoir que Bruxelles et Madrid, c'est la bataille sur cette loi-là depuis des années, depuis qu'elle est appliquée, et que la gauche espagnole a promis d'abroger cette loi, en disant que c'était pas possible de la tenir. Sur le reste, sur la tentation comme ça de muscler, de faire du tout sécuritaire finalement le tout politique. Est-ce qu'il y a des équivalents en Europe, selon toi, Arié? Alors, on se rapproche concrètement d'autres pays comme la Hongrie et la Pologne. C'est-à-dire que la Hongrie et la Pologne sont souvent, d'ailleurs, ils ont des procédures au niveau de l'Union européenne de sanctions actuellement. Parce que ce sont des pays qu'on appelle des démocratures. Démocrature, c'est le mixte entre démocratie et dictature. C'est-à-dire que ce sont des pays comme la France qui ont un suffrage universel. Donc, on va élire nos représentants, on va élire le président de la République, ça, il n'y a pas de difficulté, comme en Hongrie et en Pologne. Mais dans les faits, c'est-à-dire dans l'exécution du pouvoir, eh bien, il y a des lois de plus en plus sécuritaires et voire des lois qui ont tendance à restreindre les libertés publiques, à restreindre la liberté de la presse, à restreindre le droit d'informer, à pouvoir emprisonner des artistes. D'ailleurs, la loi Bayon vient d'être utilisée en Espagne aussi, pas que pour les images, mais contre des propos tenus par un rappeur dans une chanson, ce qui d'ailleurs défraie la chronique et qui a créé beaucoup de manifestations dernièrement en Espagne. Donc oui, il y a des équivalents. Mais c'était un mauvais rappeur, non? Comment? Non, c'était une blague. J'ai pas entendu ta blague, c'est ça le problème. Non, je disais c'était un mauvais rappeur. Non, mais j'en sais rien en fait. Désolé, je n'ai pas entendu ce qui. Telle n'est pas la question, évidemment. Mais concrètement, oui, il y a des équivalents en Europe. Le problème, c'est que la France, c'est quand même le pays de la. Alors, on pense que c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme, mais en réalité, comme le dit Banater parfaitement, c'est plutôt le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Et là, on est en train de déchirer progressivement cette Déclaration des droits de l'homme. Faut pas oublier, d'ailleurs, il y a eu une enquête dans The Economist il n'y a pas très longtemps qui considère que la France n'est plus une démocratie à part entière. C'est dingue, hein, on est passé 23e, je crois, dans le classement mondial des démocraties. Alors ça, pour être tout à fait franc, dans le film, Sébastien Rocher, que j'avais reçu il y a une semaine dans l'émission, en parle aussi. Hein, et d'ailleurs, je dois dire que j'étais tellement stupéfait par ce qu'il disait qu'au moment où il était en conversation et qu'il a dit ça, qu'il a dit, voilà, la France fait partie des flots de démocratie, c'est-à-dire des démocraties abîmées ou incertaines, etc., en expliquant qu'en fait, la France reculait dans les index démocratiques. C'est quoi? C'est la liberté de la presse, c'est la corruption, c'est ces choses-là. Alors c'est The Economist qui a quand même une vision qui est la sienne, c'est-à-dire
libéral, très libéral, etc., et dont on peut aussi discuter certains critères. Mais enfin, oui, très clairement, la France recule sur les index démocratiques dans le monde. Et la question des violences policières est arrivée très, très, très pleinement avec l'ONU, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, qui ont pointé ces 2 dernières années du doigt la France sur ces questions-là. Et on peut même dire à nos auditeurs que notre première rencontre, David, parce que c'était un beau moment, hein, quand nos regards se sont croisés pour la première fois, c'était devant la conseillère, la commissaire, la haut commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Donc, et elle nous avait conviés justement pour parler des violences policières dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. On avait énormément de mutilés, des borgnés. Toi, tu recensais avec Allo Place Beauvau ces violences. Moi, je défendais des Gilets jaunes victimes, également pour la répression judiciaire. Et oui, cette haut commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a émis des avis extrêmement sévères sur la France. Mais ce n'est pas la seule. Il y a eu plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont tensé la France de manière extrêmement verte. Hein. Il y a eu plusieurs avis et recommandations jusqu'à la commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, c'est-à-dire Michelle Bachelet, une femme qui a connu la dictature et qui a également émis un rapport extrêmement sévère sur ce que devenait la France avec les inquiétudes par rapport au droit de manifester, par rapport à la répression policière dans les manifestations et par rapport à toutes ces victimes de violences policières. Et pourtant, eh bien, il y a eu une forme de surdité, voire pire. Il y a eu des propos extrêmement durs qui ont été lancés par des hommes ou des femmes politiques contre Michelle Bachelet, alors même qu'elle représentait les Nations Unies, c'est-à-dire la communauté des nations. La France ne se rend pas compte à quel point elle se dégrade au niveau international. Et d'ailleurs, là aussi, dans le film, Michel Forst, rapporteur spécial des Nations Unies, parle très bien de comment il parle de la blessure narcissique de la France, et notamment du monde, on va dire, politico-médiatique, pour aller très vite, enfin des éditorialistes qui relayaient la parole politique, notamment d'Édouard Philippe, de Christophe Castaner, d'Emmanuel Macron, qui balayaient d'un revers de manche les mises en garde de l'ONU, etc. Et donc toute cette question du rôle de la France, qui aime beaucoup donner des leçons au monde entier, mais qui ne supporte pas d'en recevoir. Et d'ailleurs, c'est ce que Rack Ben Zero appelle la France est un pays de droit oral. Et donc c'est les droits de l'homme oraux plus que concrets. D'ailleurs, Monique Chemillé-Gendreau, là aussi dans le film, quand je lui tends la Déclaration des droits de l'homme, l'article 12, qui me semble absolument essentiel à toutes nos discussions, hein, la garantie des droits de l'homme nécessite l'instauration d'une force publique au service de tous et non de l'intérêt particulier de ceux qu'elle emploie. Donc l'idée que la police est une force publique, c'est-à-dire soumise à la publicité, soumise au regard des autres. Quand je lui tends la feuille, moi j'avais mis Déclaration des droits de l'homme, et elle rajoute, avec sa coquetterie de dame, elle rajoute « et du citoyen ». Effectivement, j'avais oublié, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, on a des questions de Milly Reynardo. Est-ce que les soutiens massifs des citoyens permettent concrètement à la justice de statuer davantage en faveur des victimes? Est-ce que ça a un réel impact? Alors, je ne sais pas si Milly veut parler par rapport à un procès en particulier, ou si c'est globalement, est-ce que tu penses que les rassemblements, les manifestations importantes ont un rôle, ou est-ce que tout ça c'est un peu éteint et que le rapport de force s'établit ailleurs? Non, moi je pense qu'il y a une conjonction d'éléments et que faire du droit tout seul, ça ne suffit pas. C'est-à-dire de militer de poursuivre et de déposer des plaintes tout seul, ça ne suffit pas. Que faire des médias tout seul, ça ne suffit pas non plus. Que faire des manifestations tout seul, ça ne suffit pas non plus. Qu'il faut les trois à la fois. Et que quand on a une conjonction entre la mobilisation sociale sur les violences policières, contre les violences policières bien évidemment, les médias, parce qu'il faut qu'on aille porter la bonne parole, on a une masse de population qui ne sait pas. Et je vais même vous dire, ceux qui nous écoutent, on n'est pas beaucoup à savoir en réalité.
Évidemment, ça a franchi un petit peu le plafond de verre ces dernières années, parce qu'on est de plus en plus à parler de ces questions, parce qu'il y a ton film qui est, à mon avis, essentiel dans la prise en considération pour le plus grand nombre de citoyens qui ne sont pas habitués à écouter ces choses. Donc, il faut aller sur le plateau télé. Il faut pas. On nous reproche souvent de faire du média. On nous dit que c'est pas noble. Quand on est militant, on ne devrait pas faire du plateau de télé, on ne devrait pas aller sur BFM, on ne devrait pas aller. Alors là, il faut être un tout petit peu transparent. C'est vrai qu'en ce moment, là, je me fais l'avocat du diable, et face à un avocat, c'est toujours un plaisir. Il y a effectivement un débat qui est à nouveau prégnant, qu'il l'était moins il y a un an, sur la question de la médiatisation, sur la question de faut-il aller sur les plateaux, faut-il se rendre face à Darmanin, quitte à lui claquer la porte au nez, ce qu'a fait la coordination nationale contre la loi sécurité globale. Est-ce que, grosso modo, est-ce qu'il faut jouer ce jeu classique, médiatique, des institutions, ou est-ce qu'il faut s'en retirer? Toi, manifestement, tu considères qu'il faut aller, il faut mettre les mains dans le moteur et se salir les mains. Parce que, évidemment, c'est pas toujours de gaieté de cœur, on est bien d'accord. Ah bah non, aller sur BFM pour se confronter à un syndicaliste de police qui souvent raconte n'importe quoi, pas toujours, hein, il y a des syndicalistes qui disent des choses intéressantes, mais souvent dans les débats, comme ils savent qu'ils sont regardés par la population, ils vont raconter n'importe quoi pour essayer de gagner le débat, donc ça, c'est pas forcément très utile, mais on aura quand même quelques personnes qui auront regardé, et je pense que oui, c'est important d'aller sur les plateaux télé pour débattre de la question, pour faire comprendre aux personnes que c'est une véritable problématique qui n'est pas qu'individuelle, mais qui est institutionnelle, et que c'est nos institutions qui sont en train de dépérir, et qu'il y a derrière chaque violence policière, il y a des victimes avec des familles qui sont en train qui ont perdu leur vie, quand on perd son œil ou quand on perd sa main ou quand on est fracassé lors d'une manifestation, qu'on a des répercussions et des syndromes post-traumatiques, qu'on peut plus travailler parce qu'on est plombier ou parce qu'on a un métier qui nous permet plus de travailler, parce qu'on a une famille à nourrir et qu'on peut plus Donc nourrir. là, par exemple, tu parles de Sébastien, Sébastien Oui. qui est dans le film, qui est la scène finale, qui est un plombier, qui aujourd'hui ne peut plus exercer son métier parce qu'il a été mutilé, parce qu'en fait, il a perdu son outil de travail. Voilà, il a perdu une main, quoi. Bien sûr, il faut faire ce travail d'aide aux familles et aux victimes. Il faut les assister et les aider en permanence. Mais je pense qu'il faut aussi faire le travail de plaidoyer auprès de la population dans les médias. Et bien évidemment, il faut aussi faire avancer cette prise de conscience, parce que tout ça, c'est que de la prise de conscience en réalité, y compris auprès des juges. Parce que je vous assure qu'il y a 15 ans, les juges, les violences policières, ils ne savaient pas ce que c'était. Ou bien ils ne voulaient pas l'entendre. Et surtout que c'est quelque chose d'extrêmement crispant dans l'institution judiciaire de pouvoir accuser l'outil de la justice, c'est-à-dire les policiers. Donc oui, cette prise de conscience, elle est en train d'advenir parce qu'il y a un travail conjugué d'organisations qui militent contre les violences policières, de prise de parole dans les médias, de coordination, de mobilisation sociale, de films qui vont au César et qui ont des prix et donc qui sont vus par le plus grand nombre. Mais c'est ça qui est important. Alors, Milly Reynardo, qui posait la question de l'importance des mobilisations, en fait précise, elle ajoute que pour le procès de Farida, l'infirmière, je pense que tu pourras nous restituer, puisque c'est toi, tu es son avocat, elle ajoute, j'ai l'impression que les soutiens nombreux ont permis de mettre en avant que le procès était bien politique et plus largement un débat de société. Est-ce que ça a été ton sentiment? Et est-ce que c'est un bon exemple, par exemple C'est un sentiment, c'était l'objectif. Faire de la défense politique, ça c'est pas faire de la défense de rupture comme à l'époque où on niait l'existence du tribunal. Aujourd'hui, la défense politique, c'est aller avec une victime de la répression. Farida est une victime de la répression policière. C'est une infirmière qui a travaillé pendant le Covid, qui a travaillé énormément, qui a été contaminée, qui a contaminé des gens et qui est descendue dans la rue pour militer et pour manifester contre cette précarisation de l'hôpital. Elle est violentée, on le voit, il y a des images, il y a une guerre d'images qui se met en position. Il y a vraiment une guerre d'images qui se met en place.
Les premières images qu'on voit, c'est elle tirée par les cheveux par des fonctionnaires de police. Évidemment, ça choque l'opinion publique. Derrière, il y a d'autres images qui sortent, cette guerre d'images se met en place. C'est l'image d'elle en train de jeter des morceaux de bitume sur les fonctionnaires de police en faisant des doigts d'honneur. Et évidemment, cette guerre, elle va se poursuivre devant le tribunal, avec des policiers qui vont venir et qui vont raconter leur sauce. Et elle qui va raconter aussi ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a vécu avant même d'être en manifestation. Et quand il y a des gens devant le tribunal, bien évidemment que ça aide, parce qu'il y a des journalistes qui voient ça. Et les journalistes, ils sentent la température. Donc, leur rendu aux journalistes, ce qu'ils vont transmettre dans leurs articles ou dans leurs caméras, eh bien, ils vont être influencés par la mobilisation en faveur de la personne qui est devant le tribunal. Donc, je pense que oui, Émilie, c'est extrêmement important qu'il y ait à chaque fois des mobilisations pour ces procès-là. Alors, je vais essayer de prendre d'autres questions. Là, je passe sur Twitch. Donc, il y a Cyrilou qui nous dit pas que sur les plateaux, franchement, de vous croiser en manif. Et là, il parle des avocats. Certains en robe d'avocat ou autres, parmi les gilets jaunes et simples citoyens, ça fait du bien. Valka qui nous regarde souvent depuis sa bonne ville de Nantes, dit il me semble quand même qu'il faut nuancer les choses un peu sur les médias. Il est surtout reproché de se rendre dans des espaces médiatiques, pas que télévision, où les dés sont pipés. Donc il y a aussi cette question-là, c'est-à-dire, tu as un peu répondu par rapport à BFM, etc. Moi, à titre personnel, moi je ne vais pas, mais je n'ai pas du tout ta responsabilité, moi je ne vais jamais sur les plateaux télé des chaînes d'infos. Et Moi, il peut je vais te donner la parole. Attends. Oui, mais je la prends, moi. Allez-y, maître, allez-y. Non, mais je plaisante. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non. Mais c'est l'occasion de l'expliquer. C'est parce que là, je suis d'accord avec Valka. Je pense que aller être invité, en réalité, c'est aller vraiment sur le terrain et être dans un dispositif qui t'échappe complètement. Autant répondre en manifestation à un reporter de la même chaîne, je trouve qu'il y a. C'est faisable. Aller sur un plateau de BFM, c'est effectivement déjà oui, accepter quand même un jeu qui est dont je suis pas certain qu'on en sorte gagnant. Mais je comprends tout à fait qu'on le fasse. Je veux dire, voilà. Alors, Et c'est un débat, qui est, et c'est un débat qui se pose aussi d'une certaine manière dans le film, hein, c'est-à-dire cette question de la visibilisation des violences policières, jusqu'où il faut aller, à quel moment il faut s'arrêter, etc. Tout ça n'est pas si simple. ouais, mais je pense qu'on est à une ère où les médias sont extrêmement sectorisés. Ce que je veux dire, c'est que on a toujours les mêmes, chaque tranche d'âge ou de personnes regarde son média. Par exemple, Instagram est regardé par une tranche d'âge en particulier, et je vois mes enfants, par exemple, eh ben, ils regardent que Instagram. Ils vont pas regarder un autre média, ils ne regardent pas la télé, ils ne regardent pas les médias que nous, on regarde parce qu'on est militants. Les militants, ils regardent toujours également les mêmes médias. Et puis, il y a une grande masse de la population qui va regarder la télé, qui va regarder les chaînes d'information continue, et s'ils n'ont pas une autre parole que celle des syndicats de police, que celle des politiques, eh ben, ils vont rester dans leurs croyances et ils ne vont pas prendre connaissance de ces violences policières ou des conséquences ou de leurs signifiants pour les institutions ou pour les victimes de violences policières. Donc je crois qu'on ne peut pas faire la politique de la chaise vide. Si on fait la politique de la chaise vide, eh bien on considère que la majorité de la population qui ne regarde pas nos médias, c'est-à-dire les médias qu'on a l'habitude de voir, des médias militants, eh bien, ils ne seront jamais informés de ça et on restera chacun dans son petit coin à militer pour son petit coin, mais le reste de la population n'en sera pas informé. Je crois qu'il faut prendre l'espace et il faut jouer, évidemment, les dés sont un peu pipés, bien évidemment que les dés sont pipés sur les chaînes d'information en continu. On arrive, il y a 3-4 questions, mais il y a aussi des règles et on peut jouer avec le jeu et on peut retourner le jeu quand on commence à savoir comment il fonctionne. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant un petit moment et je pense qu'avec d'autres, on a réussi à investir ces plateaux et à investir les médias pour permettre de porter la parole des violences policières. Alors, je pense pas du tout que ce soit une falsification d'identité. Il y a Cynthia Chouvia qui est dans le Facebook Live. Voilà, il faudra rappeler qui est Cynthia, mais
le nom de famille vous le connaissez, Chouvia, qui pose la question pourquoi toujours pas de suspension pour les forces de l'ordre qui sont concernées dans la mort de citoyens? Parce que Darmanin est un bip. Pardon, excusez-moi. Mais ouais, ça se fait pas. Mais en fait, c'est que lui. Ça n'est clairement que lui. C'est le c'est le ministre de l'Intérieur, Cynthia. Et malheureusement, on a été ensemble voir Castaner. Cynthia, c'est la sœur de Cédric, hein. Pardon, oui. Cynthia Chouvia est la sœur de Cédric Chouvia, dont je vous parlais tout à l'heure. On a été tous ensemble avec la famille de Cédric voir à l'époque le ministre de l'Intérieur qui nous avait invités. On a accepté son invitation. On n'était pas forcément très heureux, mais on l'a accepté pour voir ce qu'il nous proposait, en tant que, notamment sur l'usage de la clé d'étranglement et du plaquage ventral, parce que la famille Chouvia était déterminée aussi à éviter que d'autres ne subissent le sort de Cédric. Et puis évidemment, à savoir ce que le ministre de l'Intérieur, dont finalement la décision sur les fonctionnaires de police dépend du ministre de l'Intérieur. Il n'y a que lui ou la préfecture, et donc le ministre de l'Intérieur, qui peut décider de suspendre, dans le cadre d'une procédure déontologique ou pas, les fonctionnaires de police. Castaner nous avait dit à l'époque, dès qu'on aura des éléments nouveaux, en plus de ceux qu'on avait au tout début de l'instruction, c'est-à-dire les vidéos, comme si ça ne lui suffisait pas, mais bon, eh bien, je prendrai une décision. Entre-temps, le ministre de l'Intérieur a changé et on a quelqu'un qui, comme tu le sais, Cynthia, se fout de notre gueule. C'est quelqu'un qui s'est moqué de vous en disant que quand il entendait le mot violence policière, il s'étouffait en mimant et en se moquant finalement des derniers mots de ton frère. Alors quand on a un tel niveau de cynisme, je ne vais pas utiliser d'injures parce que sinon je pourrais être poursuivi devant le tribunal correctionnel, mais j'en pense pas moins. Eh bien, oui, on ne peut pas attendre grand-chose de ce type de personnage. Donc, on a la procédure judiciaire. On va faire en sorte qu'elle aboutisse le plus vite possible pour que ces fonctionnaires de police ne puissent plus nuire et que la famille de Cédric et Cédric lui-même puissent avoir leur vérité. Et cette vérité, elle sera judiciaire. Elle ne sera pas forcément du ministère de l'Intérieur, mais elle sera judiciaire. Alors, il me semble que dans une autre affaire, je crois que c'est l'affaire Zecler, il me semble hein, que Gérald Darmanin, sur France 2, a complètement défendu la présomption d'innocence, qui est en soi une belle chose évidemment, mais en disant mais vous vous rendez compte, on ne peut pas mettre à pied, je traduis l'esprit de sa déclaration, c'est pas la déclaration exacte, mais on ne peut pas mettre à pied des policiers simplement sur des suspicions, il faudrait des preuves, parce que vous vous rendez compte, pour leur réputation, pour eux, pour leur famille. Et donc là évidemment, quand on entend ça, on se dit mais que se passe-t-il pour les familles des victimes? Je veux dire que l'attention qui est portée doit être égale pour tous, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, cette idée que... La présomption d'innocence, je serais le dernier à te dire qu'il ne faut pas qu'elle soit respectée. Au contraire même, elle doit vraiment être respectée. Mais il ne s'agit pas de présomption d'innocence dans ce cas-là. On a deux procédures parallèles en France lorsqu'il y a des violences policières qui sont commises. Il y a la procédure judiciaire et dans ce cadre-là, la présomption d'innocence est respectée pendant toute l'instruction, jusqu'à ce qu'une personne soit définitivement jugée et condamnée devant un tribunal. Et parallèlement, on a des procédures administratives, c'est-à-dire que quand on a des images claires, nettes, sans embâche, eh bien, normalement, le ministre de l'Intérieur, un vrai ministre de l'Intérieur, devrait prendre la décision de suspendre des personnes qui ont commis des infractions au vu et au su de tout le monde et qui causent un trouble à l'ordre public. Alors oui, la présomption d'innocence, elle doit être respectée, mais on peut également, en attendant que la décision judiciaire soit rendue, lorsqu'il y a mort ou lorsqu'il y a blessé grave, eh bien, suspendre des policiers dont les images parlent et sont éloquentes. Puis il faut arrêter avec la présomption d'innocence d'un seul côté, hein, parce que on l'entend lorsque ce sont des hommes politiques qui sont poursuivis par tout le pouvoir politique. Sur tous les plateaux, on nous dit présomption d'innocence, attendons que l'enquête se termine, présomption d'innocence.
Sauf que quand ce sont des gilets jaunes ou des manifestants qui sont vendus, dont l'image est vendue sur les chaînes d'information en continu, et lorsqu'on entend des choses horribles en permanence sans qu'ils ne soient jugés, eh bien, je pense que là, il y a vraiment, sur la présomption d'innocence, un deux poids, deux mesures qui devrait s'arrêter. On devrait respecter la présomption d'innocence pour tout le monde, y compris dans le cadre des manifestations. On a une question toute simple, mais vertigineuse, de Mylène. Y a-t-il une définition judiciaro-légale de la violence? Il y a une infraction, il y a plusieurs infractions où le terme violence apparaît. Violence volontaire ayant entraîné la mort, par exemple. La violence, c'est très large au sens juridique et au sens de la jurisprudence. Ce n'est pas particulièrement défini dans le texte du Code pénal, mais c'est très bien défini dans la jurisprudence. La simple violence verbale, le simple fait de crier sur une personne, peut constituer une violence. Le simple fait d'avoir un geste qui pourrait être violent, même sans atteindre la personne, constitue une violence qui peut être sanctionnée pénalement par un tribunal. Vous voyez que la violence, c'est extrêmement large. Il peut même y avoir des violences psychologiques. Donc, oui, la violence, elle est définie dans sa plus grande largesse par la jurisprudence. Après, tout dépend de savoir comment le procureur de la République va poursuivre et comment le tribunal va l'appliquer. Alors, on était censé ce soir fêter et célébrer la sortie du film Un pied qui se tient sage en W, DVD et VOD, et on n'en parle pas, et c'est très bien. On parle de ce qui reste, de ce qu'il y a au-delà du film. Il y a beaucoup de questions de part et d'autre. Sur Twitch, je vois que ça se répond entre vous, donc c'est absolument formidable. Il y a Cyrilou, encore lui, qui nous parle des 3 violences définies par Elder Camara, voilà, qui sont aussi dans le film. Et je voudrais prendre une question de Jérémy Gassani, qui pose la question qui est au cœur du film, pour ça que j'en parlais. L'État a le monopole de la violence légitime. Alors en fait, non. L'État n'a pas le monopole de la violence légitime. La phrase de Max Weber, c'est « L'État revendique pour son propre compte le monopole physique de la violence légitime ». Voilà. Et donc, Bourdieu rajoutera « et symbolique ». Physique et symbolique, c'est lui qui donnera une deuxième définition un peu plus complète. Mais c'est assez. Alors là, vous vous rendez pas compte. Vous êtes en train de suivre ça, vous vous rendez pas compte. Mais Halimi fait exactement la même chose au tournage, et ça on l'a pas gardé. Mais exactement la même chose. Et Bourdieu ajoute symbolique. Et donc là tu le refais, c'est parfait. Donc question de Jérémy, Jérémy. Mais la vérité est que si la violence est le monopole de l'État, est-il légitime? En fait, il y a une chose que j'ai pas dit dans le film. Donc, c'est un bonus supplémentaire au film, David. D'ailleurs, quand tu t'en es parlé après, tu m'as dit « Pourquoi tu ne l'as pas dit pendant le tournage ?» En fait, je vais faire une grande révélation. Juridiquement, l'État n'a pas le monopole de la violence légitime. Pas du tout. Il n'y a pas de monopole de la violence légitime dans le code pénal. En fait, effectivement, Weber, c'est un sociologue. Et c'est un sociologue des États. Donc, il dit, voilà, moi, j'analyse les différents États. C'est lors d'une conférence qui a été retranscrite où il parle des différents États. Et il dit, ce que je vois de commun à la plupart des États que j'étudie. Ça, je crois que c'était il y a 101 ans. Ou 101 ans, voilà, il me semble. Et exactement. Et ce que je vois en 1919. Comme point commun à tous les États que j'étudie en tant que sociologue, c'est qu'ils se revendiquent un monopole sur cette violence, la violence sur les citoyens, cette violence légitime. Mais moi je suis avocat en France, je prends un code pénal, j'ouvre mon code pénal et je cherche s'il y a un monopole de la violence légitime et je n'en trouve pas. Je vais un peu loin. Il y a un cas où même sans condition véritable, un gendarme peut tirer sur une personne, c'est sur un fuyard. Mais c'est le seul cas du code pénal. En réalité, les policiers n'ont pas le droit, sans conditions strictes, d'utiliser la violence. Ces conditions strictes, c'est quoi? C'est l'absolue nécessité ou la proportionnalité.
La nécessité, c'est qu'ils sont dans l'obligation d'utiliser soit la force, soit les armes. La proportionnalité, c'est qu'évidemment, cette arme ou l'usage de cette force doit être proportionnel à la force qui est utilisée contre soi. Mais ça veut dire quoi quand on y réfléchit 2 secondes? Quand on voit que en fait, les conditions d'usage de la force ou des armes par l'État et donc par ce représentant, c'est exactement les mêmes conditions que la légitime défense, on se rend compte qu'en fait, l'État, il n'a juste le droit d'utiliser la violence quand ses représentants sont en légitime défense. C'est tout, point. Et quand on y réfléchit, ça veut dire que les citoyens ont très exactement le même droit, c'est-à-dire d'user de la violence lorsqu'ils sont en état de légitime défense avec une nécessité, une proportionnalité. Donc on doit vraiment revenir sur cette phrase que beaucoup de politiques utilisent, notamment quand il y a des violences policières, qui consiste à dire que, mais oui, mais les policiers, ils ont le droit d'user la violence, enfin, cette interpellation, elle devait être faite. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de monopole de la violence légitime juridiquement parlant. Et c'est juste une légende urbaine qui est véhiculée par une mauvaise compréhension d'un grand sociologue, certes, mais qui n'a strictement rien à voir avec le droit français. Alors, je profite qu'il y ait une question sur le film pour prendre la parole de 2 secondes. C'est Patrick Chapuis. Bravo, merci. Bon, ok. Un pays qui se tient sage, est-ce un film ou un documentaire selon vous? Quelle différence? Alors les choses sont très simples, c'est qu'en fait, quand le cinéma naît, 90% de la production cinématographique est documentaire. Les Frères Lumière, l'entrée en gare de la Ciotat, c'est documentaire. La sortie de l'usine des Frères Lumière à Lyon, c'est documentaire. C'est pas du tout de la fiction. En fait, l'idée que le cinéma ne serait que fiction, en fait, c'est apparu au fil des décennies. Mais au départ, en réalité, le cinéma, il est documentaire. Donc en fait, il y a la distinction, c'est fiction, documentaire, mais c'est pas film. Donc voilà, ça c'est la première réponse. Et alors la deuxième question, pourquoi n'avoir pas présenté les intervenants lorsqu'ils parlaient à l'écran, mais seulement à la fin? Alors ça, c'est... Alors je pourrais faire une boutade en disant parce que certains sont connus, même si certains étaient moins connus pendant le tournage et le temps fera que leur visage sera plus connu par la suite. Mais en fait, la première raison, c'est en abolissant artificiellement les hiérarchies sociales, c'est-à-dire en ne vous disant pas, bah lui il est avocat, lui il est cariste, elle est historienne, lui, il est policier. En faisant en sorte qu'il n'y ait ni nom ni fonction, c'était l'idée de dire une voix vaut une voix. L'idée de dire on peut écouter on doit écouter la parole, le sens de la parole, avant même de se demander qui émet cette parole. Ensuite, il y a la question de ses propres préjugés. On a tous nos préjugés. S'il y a écrit avocat, on sait que c'est un menteur. S'il y a écrit policier, on se fait une idée avant même qu'il parle. Historien également, travailleuse sociale, par exemple Mélanie, etc. À chaque fois, à chaque métier, à chaque fonction, finalement, chacun va appliquer ses idées préconçues, ses idées préconçues, et ne va pas écouter réellement la personne. Va se dire, je suis d'accord avec lui parce que c'est un policier qui parle, ou à l'inverse, je suis d'accord avec lui parce que c'est un avocat. Donc c'était ces deux questions-là. Et ensuite, il y en a une troisième, c'était l'idée finalement de se dire, dans une salle de cinéma, on est... Le plus dur est fait, c'est-à-dire qu'on est dans la salle de cinéma, on peut se concentrer, on ne détourne pas le regard, on n'a pas de notification, on n'a pas de choses comme ça. On est vraiment dans l'histoire et on peut se dire, tiens, lui, est-ce que je suis d'accord avec ce qu'il est en train de dire? Et elle, est-ce que je suis d'accord? Mais au fond, c'est qui? Est-ce que je serais gêné si je savais qui était cette personne? C'est-à-dire, c'est un jeu avec soi-même. Et alors, il y a eu des critiques qui ont été faites, notamment par des journalistes. C'était assez étonnant de voir que des journalistes n'avaient pas
apprécié ce geste-là, en disant mais voyons, on doit savoir qui parle. En réalité, on sait qui parle. D'abord, on le sait à la fin, si jamais on ne l'avait pas compris. Et je pense que pour la moitié des protagonistes dans le film, Ari Halimi, peut-être pas ce soir, mais dans le film, il parle comme un avocat parle. Les policiers parlent d'une certaine manière comme on s'attend à ce que des policiers parlent. Taha Bouaf parle comme on imagine qu'un jeune intrépide vidéaste parle. Et puis il y a ceux dont le visage dit qui ils sont, parce qu'ils n'ont plus d'œil, ou le corps, parce qu'ils n'ont plus de main. Donc est-ce bien utile de dire que ce sont des mutilés, etc. Donc c'est aussi une façon d'être en rupture aussi par rapport à l'écriture télévisuelle. Donc ça, on pourrait en parler pendant longtemps. Et c'est là où je rejoins votre toute première question, c'est qu'en fait, le distinguo, il est plus entre documentaire et actualité, entre documentaire et reportage, où là, à mon avis, la frontière peut sembler parfois ténue, mais en fait, elle est gigantesque. Et de ne pas donner la fonction et le nom des protagonistes, c'est une façon aussi de mettre à distance cette écriture télévisuelle qui, à mon sens, ne nous permet pas finalement de comprendre mieux le monde, mais simplement de l'étiqueter. Voilà, c'était rapidement la petite réponse. Alors, il faut que j'aille chercher maintenant une autre question, parce que c'est bien gentil de parler comme ça. Donc là, oh là 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 là, où est-ce que j'ai des questions? Alors, je vais regarder dans le chat. Attendez. C'est un choix artistique original, merci beaucoup. Cyril 421, très en verve ce soir. En même temps, la frontière entre réel et science-fiction en ce moment semble fondre. Est-ce que, par exemple, en termes de droit, on pourrait dire, Ari Halimi, qu'en effet, quand on voit, par exemple, le recours aux arrestations préventives, donc il y a quelqu'un qui, dans le chat, parlait aussi de l'affaire de terrorisme, mais je reviens sur les affaires d'arrestations préventives, notamment de manifestantes, et gilets jaunes ou autres, qui ont été arrêtés avant de pouvoir se rendre sur des manifestations. Est-ce que finalement on n'est pas dans le monde de science-fiction de Philippe Cadic, Minority Report? Est-ce que l'arsenal juridique qui est en train de se mettre en place, entre la reconnaissance faciale d'un côté, l'idée d'arrêter les gens avant même qu'ils commettent le moindre délit, d'être dans le délit d'intention, c'était l'article 24 de la loi sécurité globale, hein, c'est-à-dire comme on vous soupçonne d'avoir une volonté de nuire en filmant les policiers, eh bien on va vous empêcher de le faire. Est-ce que c'est un abus de langage de dire on rentre dans un monde de science-fiction ou pas? La science-fiction, c'était la science-fiction qu'on a regardée dans les films il y a plusieurs décennies déjà. Et effectivement, Minority Report, ça date déjà. Et on se rend compte que la plupart du temps, les dystopies, les films d'anticipation, les livres d'anticipation, eh ben, ils deviennent pour beaucoup réels. Et aujourd'hui, on y est, en fait. Et en fait, la logique de suspicion généralisée, le fait de pouvoir appréhender des personnes et d'interpeller des personnes, comme ce fut le cas pour les Gilets jaunes par milliers, hein. Il y a des milliers de personnes qui, pendant le mouvement des Gilets jaunes, ont été interpellées simplement parce qu'ils se rendaient en manifestation. Même dans les gares, si vous vous souvenez, à Bordeaux, il y avait des contrôles et des personnes qui se faisaient interpeller avec des trains vides qui partaient vers Paris parce que tous les manifestants qui avaient réservé leur place pour partir à Paris avaient été interpellés sur le quai de la gare, sans avoir rien fait d'autre que quelquefois d'avoir un gilet jaune, c'est-à-dire un ustensile qui est obligatoire dans les voitures, il ne faut pas l'oublier, dans leur sac. Donc, mais bien sûr que la logique de suspicion et le fait de sanctionner des personnes simplement pour des intentions bien avant qu'ils n'aient commis un acte, on y est, mais on y est depuis très longtemps, hein. Ça a commencé avec la logique antiterroriste, ça a commencé bien avant même, je cite le livre de Raphaël Kempf, Ennemi d'État, qui raconte les lois scélérates avec les anarchistes au 19e siècle, qui
Évidemment que le droit a commencé à sanctionner des intentions bien avant qu'un acte ne soit commis depuis très longtemps. Mais là, on est, voilà, Voilà, il est là, il est là. son petit livre rouge derrière lui. On ne le voit pas très bien. Ah, pardon. C'est un très très bon livre qui permet vraiment de comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui, c'était déjà en œuvre au 19e siècle. Et oui, bien évidemment, le fait de sanctionner un acte bien avant qu'il ne soit commis, bien avant que l'intention même ne commence à naître dans l'esprit de l'individu, nous y sommes pleinement et de manière massive. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'est ce qui s'est passé. Et ce que l'on veut faire aujourd'hui, c'est même d'empêcher ce qui montre ça. Bien Les sûr. journalistes ou les citoyens qui montrent ces interpellations massives. C'est-à-dire qu'on ne veut même pas simplement sanctionner de manière préventive. On veut empêcher les gens qui montrent ces interpellations préventives qui sont illégales. Donc oui, on est dans la science-fiction depuis très très longtemps. La question, c'est jusqu'où on va aller. C'est vraiment la question. Parce que on a dépassé toutes les bornes on pouvait imaginer comme des limites indépassables en termes de droit pénal, en termes de liberté publique, en termes de droit aujourd'hui en France. Donc la vraie question, c'est jusqu'où on va aller. Alors, Jérémy, qui nous parlait tout à l'heure, vient de préciser. Donc, je pense que c'est un policier, en fait, puisqu'il nous dit en 1998, à l'École nationale de police de Fos-sur-Mer, on nous sérinait que l'on devait être exemplaire, que nos actes dans la vie privée comme professionnelle, nous devions être exemplaires et les peines étaient donc exemplaires. Ça s'est vérifié à l'époque dans mon cas, dit-il. Je pense que ça a changé aujourd'hui. Est-ce que Jérémy se fait une idée de ce que a pu être la police il y a 20 ans, qui aurait été plus exemplaire qu'aujourd'hui? Quand on relit le travail, par exemple, de Maurice Rachfus, qui a pendant des années tenu le bulletin Que fait la police, qui était une succession finalement de signalements, hein. Est-ce qu'on peut penser que la police était mieux tenue avant ou pas? Jérémy Gassini, donc sur Facebook, nous semble dire que oui. Est-ce que toi, en tant qu'avocat, tu t'occupes des questions de violence policière, tu défends aussi, je crois, des policiers. Est-ce que tu sens qu'il y a une différence par rapport à ça, voilà, sur la question d'exemplarité des forces de l'ordre? C'est complexe, mais la première chose que je dois dire, c'est que je pense en termes humains. Un policier qui rentre dans la police, il n'a pas forcément, il a envie de défendre le public, il a envie de défendre la veuve et l'orphelin, hein. Comme un avocat qui devient avocat aussi, il ne s'imagine pas fiscaliste, en fait. Et puis comme un... Oh, alors là permettez-moi d'en douter, maître. Bon, et puis les journalistes, bon, bah, n'en parlons pas. Mais mais non, je pense que ce sont des beaux métiers sur le papier. Parce que quand les policiers sont formés, il y a déjà des choses qui vont leur être enseignées. Une pédagogie. Et cette pédagogie, elle dépend d'une politique. Et quand on se rend compte, par exemple, que des voix un peu discordantes, dissonantes sont évincées de l'école des commissaires de police, simplement parce qu'ils ont une voix dissonante, on se dit qu'on n'a pas forcément envie d'avoir un équilibre dans la pédagogie des fonctionnaires de police. Et donc, la formation qui est inculquée eh bien, va déjà déterminer un certain type de policier. Ensuite, il y a le terrain. Et le terrain, c'est un enfer, je pense, pour les policiers comme pour ceux qui vont rencontrer ces policiers au fur et à mesure. Parce que, d'abord, ils ont eux-mêmes des conditions dégueulasses. Alors, les commissariats s'améliorent apparemment. Les conditions financières s'améliorent parce que la police est devenue la priorité de l'État, au-delà même d'autres priorités comme l'hôpital ou d'autres. Très bien, hein. Chaque État a ses priorités. C'est pas mal pour les policiers. Simplement, lorsque sur le terrain, on voit des livres qui expliquent avec des infiltrations ce qu'on enseigne et ce qu'on voit quand on est un jeune policier, quand on est un jeune stagiaire policier, avec beaucoup de racisme, avec beaucoup de violence, avec une façon d'interpeller les gens, avec une façon de voir les personnes qu'on interpelle, avec, dans le maintien de l'ordre, des ordres qui sont donnés, avec une hiérarchie, parce que ce n'est pas que le problème individuel. Il y a un problème individuel dans la formation
ou dans le recrutement aussi, parce que on recrute en fonction d'un profil. Mais il y a surtout en France, il faut le dire, en plus de cette problématique individuelle, il y a une problématique hiérarchique. C'est-à-dire que normalement, le policier, il est là pour appliquer ce qu'on lui demande, normalement. Et quand il y a des instructions de violence, vous savez, Rémi Fraisse, je m'occupe de sa famille depuis 2014. À l'époque, un préfet ou un directeur de cabinet. Pardon, Arié, il faut rappeler, Rémi Fraisse, c'est ce militant contre l'édification d'un barrage à Sivens, dans le sud-ouest, qui va mourir parce qu'une grenade de la gendarmerie, une grenade explosive, en fait, va atterrir dans sa capuche et va le tuer. Hein. C'est un drame épouvantable dont on peut dire qu'il n'a pas suscité finalement un écho aussi important dans la société française que d'autres drames similaires, type Malik Osekine dans les années 80 ou d'autres avant. Mais n'empêche que c'est une date absolument terrible dans l'histoire du maintien de l'ordre en France. Il a suscité un écho important, sauf qu'on était sous un gouvernement socialiste. Oui. Il ne faut pas oublier ça, c'était la première mort dans une manifestation sous un gouvernement socialiste. Et c'était quelque chose de politiquement nouveau, singulier. Malik Osekine, c'était un gouvernement de droite, de ma part. Et donc, Ah oui, c'était Pasqua Pandro et c'était Jacques Chirac, Premier ministre. Mais tu n'étais pas né. J'avais 6 ans, mais... Non, mais pour résumer, oui, il y a eu un écho important. Simplement, ça a même entraîné, c'était Cazeneuve à l'époque qui était à l'intérieur. Emmanuel Valls, il faut expliquer en fait ce qui s'est passé avec l'affaire de Rémi Fraisse. On l'a su quand on a connu le dossier aussi. Il y a un directeur de cabinet qui a donné des ordres de sévérité extrême. Dans le langage administratif, ordre de sévérité extrême, ça veut dire que vous pouvez balancer les grenades sur des civils. Et oui, il y a eu un nombre incalculable de grenades qui ont été tirées, et à force de tirer des grenades, eh ben, il y en a une qui peut tomber sur le dos d'un gamin. Donc oui, c'est souvent les ordres hiérarchiques qui sont donnés, qui vont déterminer le niveau et le degré de violence dans le maintien de l'ordre. Il ne faut pas oublier qu'en plus des fonctionnaires de police, de leur formation, de leur recrutement, de ce qu'ils apprennent sur le terrain, il y a aussi, et surtout même devrais-je dire, les ordres de la hiérarchie et la responsabilité à la hiérarchique. C'est pour ça que dans les dossiers de pénal, dans les dossiers d'instruction, on essaye de faire remonter la responsabilité vers les préfets actuellement. Ok. Joli jeu de mots. Anne Onimus. Donc Anne te demande, pourra-t-on revenir en arrière sur les lois liberticides actuelles? Alors moi j'aurais tendance à répondre, je te laisse prendre un peu ton souffle, j'aurais tendance à répondre qu'une liberté perdue est très 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 dure à retrouver en fait, et que c'est pour ça qu'il faut lutter pied à pied quand les libertés sont en danger. D'autres pensent que non, d'autres pensent qu'on peut revenir à des moments de plus grande liberté. Toi, ton point de vue, c'est quoi là-dessus? Je pense qu'il y a 2 mécanismes. Il y a d'abord l'effet cliquet, qui est défini depuis très longtemps. C'est qu'une fois qu'on a franchi une étape en matière de loi liberticide ou de réduction de droits, c'est pratiquement impossible de revenir en arrière. C'est ça le cliquet. On peut avancer, mais on ne peut plus reculer. Et puis, il y a un deuxième phénomène qui est celui de la tache d'huile. C'est-à-dire que de manière concentrique, on a des minorités qui sont visées progressivement, les quartiers populaires pour les violences policières et initialement pour les violences contemporaines, parce qu'il y a eu aussi d'autres violences avant les quartiers populaires dans l'histoire. Mais on prend une population qui désintéresse le reste de la population, ou bien qui est ciblée pour des raisons historiques, les quartiers populaires parce que c'est des populations issues de l'immigration coloniale. Et puis, après, on va appliquer un dispositif de maintien de l'ordre, les LBD 40, ceux qui ont été utilisés, ceux qu'on voit dans le film, qui ont éborgné Gwendal, qui ont éborgné d'autres personnes encore, et les grenades. Et on va l'appliquer de manière progressivement et de manière concentrique
à toute la population ou à des zones géographiques de plus en plus larges. Et c'est ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes et qu'on voit dans ce film. Les Gilets jaunes, quand ils arrivent sur Paris, ce sont des personnes qui viennent juste réclamer des droits sociaux. Des personnes qui sont en déclassement social et qui veulent juste réclamer des droits sociaux, plus de droits, et pouvoir manger mieux, quoi. C'est simple, c'était pas compliqué. Et on leur a appliqué, et on le voit parfaitement du début jusqu'à la fin, eh bien, une politique de violence extrême, avec l'usage de ces armes qui avaient été utilisées dans les quartiers populaires à une époque, qui sont maintenant utilisées dans les grandes capitales, dans les centres-villes, sur des populations qui n'avaient pas l'habitude de se confronter à la police. Ils ne connaissaient pas ce rapport à la police, les Gilets jaunes. Et ils ont acquis une culture dans ce rapport à la police. Et c'est terrible d'envoyer la police et des armes à des citoyens qui réclament juste plus de droits sociaux. Je peux dire simplement, et pour répondre, c'est que je ne sais pas où ça va. Je crois que ça va être très difficile de revenir en arrière. Il va falloir une césure politique et un volontarisme politique très important pour pouvoir revenir. Ça s'est déjà fait dans l'histoire. Donc, ça peut encore se faire. Mais compte tenu de l'évolution des mœurs et du politique, c'est pas pour demain. Alors, je te coupe parce que je fais un peu la technique. Alors, il y a d'un côté Audrey qui me dit que sur Facebook, vous papotez, mais vous ne posez plus de questions. Oh, alors voilà. Et à l'inverse, sur Twitch, nous venons de recevoir 2 raids qui sont lancés pas par des manchots, quoi. Mathieu Coq et Usul, donc qu'on salue et qu'on remercie. Donc, Maître Alimi, ne vous inquiétez pas, un raid sur Twitch, ça veut dire que ce sont des gens qui viennent d'une autre chaîne en masse, qui sont arrivés en masse pour nous écouter. Donc, je fais... je m'attendais pas du tout qu'un jour je fasse ce genre de truc. Et donc je le fais, le direct, c'est-à-dire de quoi on parle ce soir. On était censé parler de la sortie du double DVD et VOD de Un pays qui se tient sage. En fait, on en parle peu et c'est bien parce qu'on a beaucoup parlé, donc on passe à autre chose. Donc je profite que tu sois là, Arié. Tu es dans le film. Pardon. Arrête. Et je précise que tu es l'auteur de ce livre, Le coup d'état d'urgence au seuil, qui est une sorte de pamphlet, de manifeste qui est court, rapide et incisif sur toutes les questions autour des lois d'exception qui sont devenues finalement des lois qui s'appliquent à l'ordinaire. Et donc évidemment en ce moment, il y a la loi sanitaire qui est le point de départ de ce bouquin, Surveillance, répression et liberté. Mais en fait, moi j'avais prévu de t'inviter sur le bouquin précisément dans quelques jours, donc on en parlera plus en détail. Alors... Il y a un autre bouquin aussi dans le DVD. C'est ce petit livret et qui est un très bel objet, là. Et puis les bonus, parce que il y a plein de scènes qui n'étaient pas dans le film. Donc moi, je suis content de revoir des choses qui n'étaient pas dans le film. Puis ça me permet de me voir un peu plus. Donc, hein. Non, mais vraiment, les bonus, c'est pas mal du tout. Moi, je voulais te remercier encore pour ce bel objet qu'est le DVD. Le livret, en fait, pour ceux que ça intéresse, ce sont des petits textes que j'envoyais en fait aux gens qui organisent notamment ce live, les gens de jour de fête sur les distributeurs, c'est-à-dire c'est dans le cinéma ceux qui prennent le film et qui l'amènent au cinéma. Alors évidemment aujourd'hui c'est numérique, mais avant ils transportaient les bobines, etc. Et donc c'est un travail qui est peu connu mais qui est absolument central dans l'existence d'un film, c'est-à-dire que c'est eux qui font en sorte que, avec les exploitants de salles de cinéma, que le film soit visible. Et donc on avait organisé une tournée avec Églantine, avec Mélanie, extraordinaire. Églantine et Mélanie, à partir du mois d'août jusqu'en octobre. Et après chaque débat, parfois il pouvait y en avoir 2, 3, 4 dans le même jour. J'écrivais des petites notes que j'envoyais aux producteurs et aux distributeurs comme un échange voilà, pour leur faire partager les joies qu'il y avait, l'effervescence qu'il y avait autour de ce film. Là, je sais qu'il y a des gens de Nantes qui sont en train de nous regarder. Et en fait, ces petites notes, ces petits emails, je les ai repris
pour les resserrer et pour en faire en fait un livret, parce que il s'est passé quelque chose d'assez étonnant dans le cadre de cette tournée. Enfin, il y a eu beaucoup de choses étonnantes, mais l'une d'elles, c'est qu'en fait, on ne pouvait pas le savoir au moment de la sortie du film. En fait, on était entre deux confinements. C'est-à-dire que on repousse la sortie du film qui devait sortir en mai pour Cannes, et finalement, on la repousse à cause du premier confinement. Et quand on décide avec le producteur et le distributeur, donc avec le bureau film Bertrand Fèvre et Jour de Fête, de sortir le film en septembre, on pense tous qu'il y aura plus de corona. Enfin voilà, enfin en tout cas il y aura pas de confinement, etc. Et la tournée, parce que c'en est une des salles de cinéma, en fait, on est entre deux confinements, et il y a cette question lancinante de qu'est-ce que c'est que l'acceptation des ordres, en deux mots, par nous tous, hein, la question de la sagesse par rapport au titre du film. Et donc en effet, en fait, il se trouve que quand on sort aujourd'hui le DVD, en fait, ça n'est qu'un hommage aux salles de cinéma, c'est-à-dire voilà, à la force de ces salles obscures dans lesquelles on se retrouve pour vivre ensemble, alors qu'on ne se connaît pas, pour partager un moment ensemble. Il y a quelque chose d'extrêmement généreux et dingue, et pourtant extrêmement simple, dans le fait d'aller au cinéma, et qui nous manque là terriblement, évidemment, en ce moment. Donc voilà, c'est le livret des avant-premières dans lequel je raconte les débats qui étaient parfois houleux, avec des policiers qui étaient pas forcément ceux qui sont dans le film, mais d'autres qui venaient défendre leur point de vue, avec des abolitionnistes de la police, avec des gens au contraire qui voulaient la réformer, qui voulaient la contrôler. Et donc c'est comme un prolongement du film. Merci beaucoup à tous ceux qui disent des choses bien gentilles sur le film dans le chat. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'ai manqué à tous mes devoirs. Usul n'a pas lancé un raid, il est venu seul, ce qui est d'autant plus courageux de sa part. Alors, est-ce que j'ai une question qui pourrait... Alors oui, on nous parle de Nantes, c'est cinéma, c'est 8-6. Alors, je dois dire que le cinéma de Nantes où je suis allé, je crois qu'il s'appelle le Concorde, je suis pas sûr, j'ai un petit doute. Le Tenancier, c'est un cinéma qui a appartenu en un siècle à deux familles, donc c'est une belle histoire, on va dire. Le salaud, il m'avait préparé 4 débats le même jour, parce qu'en fait il y avait 2 séances, mais comme c'était à jauge Covid, il fallait faire 2 salles, et donc on avait fait 4 débats. Les 4 débats étaient extrêmement différents. Le dernier était pas chouette du tout, je dois le dire. J'étais fatigué. Il y avait des gens qui avaient des questions sur le film, qui étaient des critiques, et les 3 autres étaient super. Donc quand je dis salaud, évidemment c'est affectueux, et pardon, moi, voilà. C'est ce jour-là que j'ai dit, je comprends en fait ce que ça veut dire exploitant de salle de cinéma. J'ai compris ce jour-là. Et en fait, ces 4 débats restent parmi les moments les plus intenses qu'il y a pu y avoir. Les débats étaient aussi l'occasion d'inviter des collectifs de quartier. À Blois, Aurélie Garand, la sœur d'Angelo, des gens du voyage, qui a été tué de 5 balles dans le torse par des gendarmes, là aussi. À Rennes, à Toulouse, il y a eu, où est-ce qu'il y a eu, enfin, dans plein de villes, à Saint-Ouen-l'Aumône, avec la famille d'Ibrahim Ba, avec évidemment les maires des lycéens de Mantes-la-Jolie. Et donc, c'était aussi l'occasion, ces projections, ces avant-premières, d'avoir des échanges, des brassages. Par exemple, à Blois, pour Angélie Garand, la sœur d'Angelo, elle était extrêmement émue, et son émotion passait, et à un moment donné elle a dit: mais vous savez, ça s'est passé à 10 minutes du centre-ville et vous vous êtes jamais intéressé à cette histoire. Ben voilà, c'est pour ça qu'on fait des films, quoi. C'est pour ça qu'on fait des films et des tournées.
Alors, il y a des nouvelles questions. Alors attendez, Est-ce que tu as encore un petit peu de temps, Arié, ou... Et toute ma vie pour toi. Arrête. Mais je Euh, voulais juste, avant même de répondre à une question, David, parce que la première fois que je t'ai vu avec une caméra, c'était un peu une mise en abîme par rapport au film notamment, parce que je pense que ça fait partie des images que tu as tournées. C'était à oui, Mantes-la-Jolie, au Val-Fouré. oui, Et c'était avec les gamins du lycée de Mantes-la-Jolie qui avaient été mis à genoux. Et je pense d'ailleurs que, sauf si je me trompe fortement, que le film tient son nom de ce bien sûr, bien sûr. pays qui se tient sage. Ça fait référence à ces gamins qui ont été mis à genoux avec des policiers qui sont en train de les filmer, avec un policier qui est en train de les filmer. Et dire, voilà une classe qui se tient sage. Et je me souviendrai longtemps de cette soirée qu'on a passée dans cette salle, où d'ailleurs un film avait été projeté, Oui, absolument. ami de Mantes-la-Jolie, avec pas mal de lycéens de Mantes-la-Jolie. Il y avait un repas qui avait été servi, parce que c'était le ramadan, juste à la fin de cette très longue Absolument. soirée. Et c'était la première fois que je te voyais avec une caméra, parce que tu avais filmé l'entrée de cette... voilà, c'était important parce que c'était, je te voyais pour la première fois en action et je ne savais pas du tout ce que tu projetais, ce que tu prévoyais. Et c'est vrai qu'entre ce moment, ce début et la première projection du film, quand tu nous as accueillis dans cette salle de projection pour voir le film, j'ai vu l'œuvre et le travail qui a été réalisé entre les premières images et la projection. Et voilà, je voulais te saluer simplement encore une fois. Bon, euh, alors, Nicolas Venot te pose une question. Merci beaucoup, Arié, pour ce que tu viens de dire, évidemment, mais effectivement, moi, les images de Mantes-la-Jolie, c'est... En fait, ça doit être le signalement 10, c'est-à-dire que ça arrive très très vite. Et pour moi, il y a évidemment, si on parle de continuum sécuritaire, il est là en fait, hein. Il est dans le fait que les mêmes armes et certains des mêmes troupes sont utilisées dans les centres-villes aujourd'hui et l'été dans les quartiers depuis 20-30 ans. Et un pays qui se tient sage, c'est une façon de dire que ça vient de là, c'est-à-dire qu'on a la mémoire de ça. On sait très bien que la violence qui est apparue comme ça au pays tout entier avec les Gilets jaunes de par son intensité, de par sa récurrence et qui est apparue aux yeux du monde entier, en réalité c'est une violence qui existe depuis 20, 30, 40 ans dans les quartiers. À chaque fois on le rappelle, enfin il faut le faire, il faut le rappeler. Euh, Nicolas Veno, comment apporter un nouvel imaginaire de paix sociale et de concorde nationale entre la police et les citoyens pour sortir de cet engrenage violent? C'est à moi que tu poses la question là. Oui, Elle est très complexe. Comment c'est plein de choses, mais c'est surtout une politique économique et sociale avant tout. Parce que finalement, la violence, c'est un engrenage. Et que l'engrenage, il vient du fait que on commence d'abord à avoir une violence sociale. Et oui, à partir du moment où cette violence sociale crée une exaspération telle que on est sur le point de craquer, eh ben, l'État va user de son arme, qui est la police, la gendarmerie, pour essayer d'empêcher finalement cette exaspération sociale de s'exprimer. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant le mouvement des Gilets jaunes. Donc je pense profondément que ça doit se faire en parallèle. Une politique volontariste en matière économique et sociale, notamment dans les quartiers populaires, mais de manière générale sur toute la France. Et malheureusement, c'est exactement le contraire qui se passe depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire une politique ultralibérale qui crée encore plus qui accroît les inégalités sociales et donc qui accroît l'exaspération sociale et partant qui contraint l'État à user de la violence physique avec les policiers. Donc on est dans un cercle vicieux et il faut qu'à un moment on fasse marche arrière grâce à une politique sociale et économique volontariste pour retourner à quelque chose qui serait une paix civile, pour reprendre l'expression.
Alors, manifestement, tu es un petit peu coupé. Il ne s'agit pas de censure, mais je ne sais pas, le micro, si tu as fait quelque chose avec ton micro arrière. Euh, il est, euh, il est 21h02. Je propose qu'on reste encore une petite dizaine de minutes. Là, tous ensemble, Facebook d'un côté, Twitch de l'autre. Il y a Léo Barès qui voudrait évoquer avec toi, Arié, la manifestation du 12 décembre à Paris, où la question est très longue, mais en gros, est-ce que tu pourrais rappeler ce qui s'est passé le 12 décembre? Il y a eu des manœuvres policières très particulières, où est-ce que vous en êtes au niveau des plaintes? Puisque je crois qu'il y a plusieurs plaintes, même un grand nombre de plaintes, vous êtes plusieurs avocats à les suivre, à les défendre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement le 12 décembre? Qu'est-ce qu'on a vu? Alors, il y a une vidéo de Mediapart euh, éloquente sur ce plan-là, mais est-ce que tu pourrais nous dire ce qui s'est passé? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la préfecture de police de Paris est très inventive et qu'ils vont changer à chaque manifestation de dispositif et ils vont créer des nouvelles choses pour empêcher une manifestation de se dérouler. Parce que souvent, et c'est Oui. vraiment le cas, hein, les manœuvres du maintien de l'ordre ont pour vocation d'empêcher la manifestation de se dérouler. Pas forcément de conserver l'ordre public, hein, ou de maintenir l'ordre public, mais également, à des fins politiques, de décrédibiliser le message politique en empêchant une manifestation de se dérouler. Et le 12 décembre, le préfet de police de Paris a décidé de créer un nouveau dispositif qui a consisté à envoyer des fonctionnaires de police au sein, des braves souvent, au sein même du cortège, en faisant comment dire, des raids dans le cortège, alors même qu'il n'y avait aucune violence, alors même qu'il n'y avait aucune provocation et que le cortège se déroulait normalement. Ils coupent le cortège en deux, ils interpellent quelqu'un. On a cru comprendre que c'était souvent en raison de la couleur des vêtements ou bien même de parapluies arc-en-ciel, visiblement, parce que ils sont un peu paranoïaques aussi, hein, les policiers, il faut le dire, hein. À force d'être dans ce cercle de maintien de l'ordre ou de recherche de l'ennemi intérieur, eh ben, ils imaginent tout et n'importe quoi. Et donc, un simple parapluie arc-en-ciel devient, pour les policiers, le signe de ralliement de personnages violents. Enfin, c'est complètement fou, hein. Mais voilà, ils faisaient des raids, ils interpellaient des personnes en raison de la couleur de vêtements. Alors, à propos de raid, je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de Pierre Lapin. Vous êtes 54. Merci d'être là et bienvenue à tous. On discute avec Ariel Halimi, avocat au barreau de Paris, membre de la Ligue des droits de l'homme. Voilà, des questions de violence policière et du rôle et de la nature de la Et police. donc, à l'instar de David Dufresne qui vient d'interrompre le flot de mes paroles, le préfet allemand interrompait le flot de la manifestation en envoyant des policiers interpeller des gens. Sauf qu'en coupant la manifestation, eh ben, il faisait tomber des gens. Et puis, il y avait des conflits et encore plus de violence. Et donc, ils interpellaient toutes les personnes qui étaient tombées. Et ils arrêtaient la manifestation et ils empêchaient de se dérouler. Et ça s'est fait une douzaine de fois pendant tout le cortège. C'était une manœuvre délibérée qui avait pour seule vocation de créer de la conflictualité, d'interpeller les gens et d'empêcher la manifestation de se dérouler. Voilà ce qui s'est passé le 12. Donc, considérant qu'à partir qu'il y avait une entrave au droit de manifester, qu'en plus, les personnes qui avaient été interpellées, il n'y avait rien contre eux, strictement. Il y a même un avocat qui a été interpellé pendant 5 heures, sans garde à vue, sans rien. On ne lui a pas respecté ses droits. C'est ce qu'on appelle une séquestration. Eh bien, on a considéré qu'il y avait un moment où il fallait faire comprendre au préfet allemand, et peut-être même au procureur de la République, parce qu'il n'a pas pu faire ça tout seul, leur faire comprendre qu'on ne pouvait pas entraver le droit de manifester, empêcher les gens de manifester, les interpeller, les intimider, leur mettre des rappels à la loi à la fin, les laisser en garde à vue pendant 48 heures sans aucune raison. Et on a déposé plainte avec un certain nombre de manifestants, et c'est le cas aussi d'autres avocats avec d'autres manifestants, pour que la justice se saisisse de finalement ces entraves au droit de manifester. Le maintien de l'ordre aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de politique. C'est devenu quelque chose Euh, qui empêche le message politique des manifestants de s'exprimer. alors, on te demande quel est l'avocat qu'on a séquestré. Ah bah, il s'appelle A, hein, je ne vais pas donner son nom parce que je suis son avocat, donc je suis soumis au secret. Donc je ne vais pas m'exprimer pour lui, mais il y a eu une vidéo d'ailleurs qui est passée sur Twitter et sur YouTube. Donc si vous
si vous voulez retrouver un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là, essayez de voir les vidéos de l'époque, sur YouTube notamment, et vous allez voir qu'il y a un manifestant qui est avocat et qui s'exprime et qui dit qu'il n'a rien à faire là-dedans et qui ne comprend pas pourquoi il est interpellé. Usul, toujours très alerte, nous dit l'avocat de l'avocat contre la police des polices. Bien. Léon Picard sur Facebook nous dit, nous demande, cette gouvernance n'a-t-elle pas peur d'un soulèvement et donc fait le nécessaire pour s'équiper, pour faire peur, elle aussi? Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, évidemment. Et encore une fois, c'est ce que un pays qui soutient Assad montre. Je me souviens, ils ont peur d'un soulèvement, mais en réalité, quand on voit la description par Fabien Jobard de cette scène incroyable où on voit des policiers sortir une arme à côté de leur moto, près des Champs-Élysées, avec des manifestants qui sont à distance d'eux, et on les voit qui n'avancent pas vers les policiers. Ils sont beaucoup plus nombreux que les policiers, mais ils n'avancent pas vers les policiers. Fabien a une description incroyable, il dit, en fait, ils n'ont pas la volonté de leur faire du mal. Ils ont juste la volonté de se confronter et de manifester leur exaspération. Mais ils ne dépassent pas cette frontière de la violence. En revanche, l'État, lui, a dépassé toutes les frontières de la violence illégitime, toutes les frontières de la violence tout court au cours de ces manifestations, parce que effectivement, en réprimant, en tapant, en faisant peur, eh bien, on empêchait l'essentiel de la population de revenir dans les manifestations. Et puis, évidemment, les militants, progressivement, étaient considérés comme des ennemis intérieurs parce qu'ils étaient interpellés et qu'ils étaient soumis à des violences judiciaires en permanence. Donc oui, bien évidemment, l'État a usé de cette force, de cette répression illégitime et physique et judiciaire pour essayer d'empêcher l'exaspération sociale de s'exprimer. On a plusieurs questions qui évoquent l'étranger, notamment le rôle de la presse étrangère. Ragben 0. C'est la presse étrangère, c'est la presse internationale qui retient aujourd'hui le bras de l'État. Point d'interrogation. Sur Facebook, on nous parle pareil du regard des institutions internationales. Là aussi, c'est très discuté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent que, en effet, ça a du poids, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, l'ONU, sur les décisions, ou en tout cas, ou sur les non-décisions, ou sur des fléchissements dans la doctrine policière en France, et d'autres qui disent non, clairement, ça n'a aucune espèce d'incidence. La France reste souveraine chez elle et finalement fait ce qu'elle veut. Toi qui es l'invité récurrent de ces organes, de ces organisations, est-ce que tu crois encore en leur poids pour modifier les choses, pour peser, pardon pour la mauvaise phrase, mais pour peser sur ces questions-là? Par exemple, on sait très bien que la loi sécurité globale, telle qu'elle est discutée en ce moment, sur bien des points, si on va jusqu'à la Cour européenne, a priori, il y a des choses qui pourraient sauter, qui sont, il y a eu des rapports qui ont été faits, je crois, par le Conseil de l'Europe en disant non mais attendez, il y a des problèmes là, c'est constitutionnellement impossible certaines des mesures. Est-ce que tu penses, en gros, que les instances internationales ou la presse internationale ont vraiment un poids sur les décisions gouvernementales en matière de police en France? En fait, je pense que ça avait beaucoup de poids avant. Tout seul, en soi, un simple avis ou une simple recommandation ou une simple, un avis un peu critique du Conseil de l'Europe ou bien des Nations Unies ou bien du Parlement européen. Et la France c'était la crise en France. Aujourd'hui, on le voit, les recommandations et les avis s'enchaînent tant pendant le mouvement des Gilets jaunes que au cours de la volonté d'adoption de la loi sécurité globale. Et ça ne fait pas grand-chose. Mais donc, je rejoins un peu l'idée qu'aujourd'hui, dans le contexte particulier, c'est-à-dire un contexte électoral où Emmanuel Macron essaye de récupérer de l'électorat d'extrême droite pour être réélu éventuellement, eh bien, il n'a que faire des recommandations internationales. En revanche, je pense que
De la même manière qu'il y a une conjonction entre médias, action judiciaire, plaidoyer, et il faut rajouter évidemment l'action des organisations internationales. Quand vous avez le combo de tout ça avec les mobilisations sociales, eh bien, vous avez un mouvement de fond. Et c'est ce qui s'est passé avec le mouvement de la loi sécurité globale, contre la loi sécurité globale. Tout a été en même temps. Il y a eu des avis et des recommandations extrêmement sévères des rapporteurs spéciaux de l'ONU, du Conseil de l'Europe, et je peux vous assurer qu'on a parlé beaucoup avec eux. Donc on leur a dit exactement, on leur a expliqué, parce que ils ne sont pas en permanence le regard sur la législation française. Ils ont plein d'États à gérer et ils ont plein de problématiques à gérer. Donc il faut leur expliquer, on a des visios où on leur explique exactement, voilà, l'article 24, ce que ça va donner. Les drones, voilà ce que ça va donner. Et au bout d'un moment, ils émettent un avis. Cet avis est reçu directement dans les ministères et dans les cabinets. Et en même temps, vous avez une mobilisation sociale d'un côté qui arrive avec 500 000 personnes. Et en même temps, vous avez plein de gens sur les plateaux télé ou sur Combini ou sur les différents médias, avec même, je sais pas, voilà, des médias beaucoup plus jeunes qui sont mobilisés. Et à un moment donné, il y a une pression politique qui est telle et qui vient de tous les sens qu'ils n'ont pas le choix que de reculer. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner la guerre, hein, mais ils n'ont pas le choix que de reculer. Et c'est pour ça que la seule manière, c'est un combat finalement, c'est une guerre. Hein. Il faut arrêter de se leurrer. C'est une vraie guerre. Et d'ailleurs, eux-mêmes utilisent la notion de guerre médiatique. Et toutes les armes doivent être utilisées dans cette guerre. Et si on s'arrête en plein milieu, et je parle notamment de la loi sécurité globale, si on s'arrête en plein milieu et qu'on ne reprend pas le combat, eh bien oui, à la fin, la guerre, c'est eux qui la gagnent. Mais il faut utiliser toutes les armes, y compris les institutions européennes et internationales. Très bien, maître. Nous allons arrêter là. Je te remercie infiniment d'avoir pris tout ce temps. C'était une émission spéciale pour la sortie du film Un pied qui se tient sage en DVD et en VOD aujourd'hui. C'est évident que tu reviendras, Arié, notamment pour parler de ton bouquin. Mais... D'accord, excuse-moi. J'ai des dossiers. Merci infiniment à tous ceux qui sont venus ce soir faire des raids dans tous les sens. Voilà. La technique, c'était un petit peu mieux. À la fin, vous allez voir, je vais mettre quelques noms. Quelques noms vont s'afficher. Quelques noms vont s'afficher pour de remerciements. Voilà. De gens qui m'aident. Lundi prochain. L'idée, ce serait peut-être, on va voir, à 9h, d'être en direct de la place Beauvau, enfin plus exactement, de suivre le Beauvau de la sécurité, table ronde numéro 3, de la commenter ensemble en direct, et j'espère lundi soir, une autre émission de Haut Poste, qui est donc l'émission que j'ai lancée il y a quelques jours, sur la question de la police, mais surtout sur la question des libertés publiques, des libertés individuelles. D'ici là, je pense qu'on va vous annoncer le lancement d'un serveur Discord pour essayer d'agencer toute cette communauté. Et puis voilà, je vous remercie infiniment. Je vais laisser le chat un petit peu courir. Et alors, je n'ai pas encore bien saisi comment je lance des raids, mais je peux vous dire que quand je vais le faire, je ne vais pas me gêner. Donc je renverrai évidemment l'appareil à tous ceux qui ont lancé des raids aujourd'hui sur nous, qu'on remercie. Merci infiniment, merci aux mutins aussi qui sont dans les parages. Les mutins, c'est un serveur de VOD, on va dire alternatif, voilà, dans lequel vous pouvez trouver des inédits concernant Un pays qui se tient sage. Et Jour de fête, qui est le distributeur du film, célèbre aujourd'hui la naissance de son serveur de VOD. Voilà, vous pouvez retrouver les films d'un dénommé Ruffin François, qui est, je crois, député. Voilà, et cinéaste et journaliste. Arié, merci infiniment, bon appétit, et on se retrouve très très bientôt. Merci à tous, merci de vos questions, de votre bienveillance, de votre curiosité et tout le tralala. À très vite, merci beaucoup.